Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, autour de la figure de Céline, en compagnie de deux de nos habituels chroniqueurs sur cette antenne, vous les connaissez. Lapine, tout d'abord, qui est notre Célinien maison, et puis Lounès Darbois, animateur de l'éloquence du vulgaire, qui est aussi un Célinien. D'ailleurs, je dois reconnaître ma dette à l'égard de Lounès, qui nous a fait cessante à cet égard, puisque de là où je viens, on lit Maurras, mais on lisait pas tellement Céline. Même on le tenait avec une certaine distance, peut-être même un certain mépris, une méfiance, un certain dégoût. On en parlera probablement en conclusion de cette émission, mais voilà, Lounès est un véritable passeur de la passion célinienne, donc qu'il soit ici remercié. Messieurs, on se retrouve à l'occasion, bien sûr, c'est un peu le prétexte de cette émission, de la parution d'un inédit de Céline cette année, Guerre. Alors on en dira un mot tout à l'heure, mais d'abord, messieurs, j'avais une question pour vous deux. Messieurs, une première question, quel Célinien êtes-vous? Lapine? Je commence alors. À moi l'honneur. Écoutez, moi je suis un fou furieux ou peut-être même un fou furiant célinien. J'ai un besoin quasi physique de le lire tous les jours, voire même de le recopier mot à mot. Je trouve que ce qu'il a apporté aux lettres mondiales, en particulier aux lettres françaises, en termes de nouveauté, en termes de style, c'est tout à fait unique. Il m'apporte une joie tellement profonde, très fine, très raffinée, certainement, puisqu'il s'agit de lecture essentiellement, mais l'émotion est telle que je ne peux plus m'en passer. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas pour moi, il a rendu les autres caducs. Voilà en 2 mots. Les autres écrivains, j'entends, bien entendu. Lounès, quel Célinien es-tu? Probablement un célinocrate, c'est-à-dire que cet auteur règne sur les autres auteurs. Il les précède, au XXe siècle en tout cas, il les précède, il les résume, il les récapitule, et avec une meilleure manière, et avec aussi, ce qui est très important, des capacités prédictives. Souvent, un bon auteur est aussi un prophète à sa manière. Oui, justement, si vous voulez, moi, c'est ça qui m'a conduit à la lecture de Céline. Alors, j'avais lu, comme tout le monde, on va dire, entre le lycée et la faculté, D'un château l'autre, Rigaudon, et puis, bien sûr, Le Voyage. Mais j'avais bien sûr goûté la plume de l'auteur, la plume du styliste, j'avais goûté les nombreuses qualités aussi humoristiques, très l'acrimonie, l'ironie qui traverse toutes ces pages, en particulier, je pense là à certaines pages absolument hallucinées D'un château l'autre, où Céline en fait écrit à la façon de quelqu'un qui aurait la fièvre, et c'est absolument merveilleux. Il y a une espèce de profondeur de l'écriture, c'est-à-dire qu'on sent à la fois la fièvre. On sent le récit donc sur le château de Sigmaringen, mais on ressent aussi tout le travail. Enfin, même si on ne le sent pas justement, on le pressent, on le devine, parce qu'on sent bien que ce n'est pas comme il s'en vantait lui. Enfin, il s'en vantait. Comme il s'en expliquait dans ses interviews dans les années 50-60. C'était un gros travailleur. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si ça aussi c'est une partie de la fantasmagorie qu'il a créée autour de lui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un styliste de génie. Mais ce que je n'avais pas vu, et je crois c'est ça qui retient toute notre attention aujourd'hui, messieurs, c'est que Céline, comme tu l'as dit, Lounès, est un véritable prophète. Il me semble qu'il y a quelque chose d'halluciné à ces prophéties, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait tout lieu de penser, quand il les a prononcées, que ces prophéties étaient absolument délirantes, qu'elles étaient inspirées soit par la fièvre jaune, par le paludisme, ou par une folie plus grave encore. Et pourtant, le monde contemporain s'est ingénié à rendre vraies les prophéties les plus hallucinatoires de Céline. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus, s'il te plaît, Lounès? Oui, ça me permettra de
voilà, de faire une sorte d'introduction à cet auteur pour les lecteurs, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu. Une introduction d'ordre général et qui permettra aussi, peut-être, éventuellement, on peut rêver, de s'adresser à certains droitards, vous savez, ceux qui sont pour une droite vraiment de droite, qui assument sa droite. Enfin, il y avait toute une diatribe assez amusante il y a un an qu'on avait relayée, je crois, sur le site. Bon, tout le monde a déjà entendu ce genre de jugement médiatique. Céline, ah oui, un auteur génial, oui, mais un pamphlétaire monstrueux et il faut l'oublier. Céline ceci, Céline cela. Bon, on a tous déjà entendu, il avait du talent, mais il a basculé dans la haine, etc. Bon, pourquoi est-ce qu'il faut connaître soi-même cet auteur? Pourquoi est-ce qu'il faut insister sur cet auteur, le faire connaître, le faire aimer? C'est parce que il est comme une clé de voûte, comme une pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs et qui s'avère, à la longue, indispensable à l'édifice, indispensable à la compréhension de la situation actuelle du pays. L'œuvre de Céline, elle est nécessaire pour comprendre l'histoire de France au XXe siècle, l'esprit français, la vie du petit peuple, ceci au XXe siècle, oui. Mais Céline produit au XXe siècle des prédictions sur le XXIe siècle, encore plus nécessaires pour comprendre l'histoire en cours, celle que nous vivons actuellement. Et en quoi Céline est-il actuel? En ce qu'il est le grand test si vous faites profession de parler politique, identité, sauvetage de la France et du peuple français. Là, adressons-nous un peu aux droitards, vous savez, les fameux droitards, YouTube, toute cette école. Eh bien, qui que vous soyez dans ces domaines, vous ne pouvez pas faire semblant que Céline n'ait pas existé. Vous ne pouvez pas faire semblant que ces livres n'aient pas existé. Si vous ne les avez pas lus, vous n'avez rien lu. Si vous les avez lus et que vous dites qu'ils sont faux, c'est que vous n'avez pas assez pratiqué le terrain réel. Et si vous refusez de les lire, bah alors pourquoi vous voulez parler en public? Voilà, moi c'est comme ça que je poserai la question. Céline est l'artiste français peut-être le plus abouti, le plus profond, le plus noble. Alors, ne perdez plus de temps dans des vidéos YouTube de 1h30 et 400 000 vues avec des phrases aussi agréables à entendre. Vous savez que, par exemple, le concept d'assimilation, il est juste super à double tranchant parce que... bon, ce genre de phrases, quoi. Lisez plutôt Céline. Nous n'avons pas à écrire un énième manuel d'introduction à l'œuvre de Céline parce que lui a déjà tout dit, et mieux que personne, dans une langue extrêmement claire et prenante, et qu'il faut préférer, quand on lit, les sources à l'interprétation des sources. En bref, pourquoi Céline? Ce serait peut-être la seule question à poser. Céline, c'est l'homme physique chez qui le parcours et le livre sont, en fait, le jour et la nuit d'une vie totale. Vous le savez, dans toutes les traditions, quand on est un homme, on doit d'abord se frotter au terrain pour démontrer sa valeur. Le travail physique, le sport, la baston, les jeunes filles, et ensuite seulement recueillir les sucs et éventuellement en produire une œuvre, avec tout ce qu'on a vécu déjà. Petite incise, le chanteur Sébastien Tellier a résumé cela dans un morceau qui s'appelle « L'amour et la violence ». D'ailleurs, il est forcé pour la rime de dire « J'aime aussi l'amour et la violence », alors que la vraie phrase, ce serait « J'aime autant l'amour et la violence ». Et c'est bien normal, parce que pour un homme, ces deux pôles opposés procèdent du même hubris. Raison pour laquelle, dans la cosmogonie grecque d'ailleurs, Arès et Aphrodite sont non pas ennemis, mais mari et femme, comme vous le savez. Enfin bref, je cesse ici les digressions. Tout cela pour vous dire que Céline est, par son parcours même, il est l'anti-grand écrivain déprimé. L'espèce de posture qu'on veut nous vendre. Il faudrait être un grand écrivain déprimé, un espèce de demi-Bec BD, demi-Sioran, je sais pas quoi. Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait être si on fait profession d'écrire. C'est l'anti-penseur en chambre, c'est l'anti-Proust, l'anti-Schopenhauer, l'anti-Nietzsche, l'anti-Sioran, l'anti-penseur à système, vous voyez. D'où son style si particulier. Parce que chez Céline, le style, c'est l'homme. Et Céline a d'abord été un travailleur manuel, puis un soldat, puis un étudiant candidat libre, puis un homme à femme, puis un voyageur autour du monde, puis un médecin, etc. Et c'est pour cela qu'il a le droit d'écrire. Et c'est pour cela qu'il est forcé, en fait, d'écrire même. Précisément parce qu'il a accumulé énormément de vies différentes dans sa vie à lui. Céline, donc, il est l'homme de terrain qui expérimente tout, qui vérifie tout, qui observe tout en silence, qui étudie, puis qui se permet seulement, alors, de produire un commentaire. Voyage au bout de la nuit, son premier grand livre, il l'écrit quand même à 37 ans. Je sais pas si vous imaginez de commencer à écrire à 37 ans, quand des tas de types écrivent un premier livre à 18 ans, à 20 ans. Oui, je pense que... Enfin, vous voyez ce genre-là. Oui, ça fait penser à certaines gloires de l'édition française de ces dernières années. Ah, peut-être, ouais.
Et donc, dans Voyage-vous de la nuit, relisez le passage de la guerre au début, quand il combat avec les soldats du régiment breton. Comme Céline, ces hommes-là, ils ne parlent pas, ils agissent. Et enfin, cette petite citation qui résume bien d'où Céline parle, comme disaient les situationnistes, d'où parlez-vous ? Citation où Céline dit « Il m'a fallu servir pendant tant d'années de fils, de serfs, de paillassons, de héros, de fonctionnaires, de bouffons, de vendus, d'âmes, d'écureuils, à tant de légions de fous divers que je pourrais peupler tout un asile rien qu'avec mes souvenirs. » Voilà. Très belle citation de lui. Si un jour j'écris un livre sur ma vie, bon, Dieu m'en garde, et peut-être je voudrais mettre cette citation en exergue, vous voyez. Je trouve qu'elle est très jolie. Voilà. Est-ce que je continue mon baratin, Monsieur K, ou S'il vous plaît, parce que Lounès, il faut que les gens comprennent. Ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'en fait, Céline, alors beaucoup en parlent et très peu l'ont lu d'abord. Et beaucoup de ceux qui en parlent l'ont peu lu ou pas lu. Tout à fait. Et enfin, une autre chose, peut-être Monsieur Lapine peut nous confirmer cela. Il a été aussi admiré. C'est un peu comme Junger, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'aimer Junger en France, y compris à gauche. Quand Libération avait fait son numéro spécial de l'an 2000 sur les grands auteurs, les grandes plumes du XXe siècle, ils ont cité 2 ou 3 fois Céline dans le papier qui faisait peut-être 8000 signes, vous voyez. Mais c'est vraiment une fresque sur la littérature du XXe siècle. Mais voilà, ils ont laissé 3 fois le nom de Céline et quand même, je crois, une fois celui de Junger. Mais ils partagent ce mauvais sort, c'est que finalement tout le monde a le droit d'aimer Céline, Céline du voyage, aimer le Céline déclamé par Lucchini, par Fabrice Lucchini, mais moi, le Céline que j'aime, c'est le Céline homme, c'est le même homme d'ailleurs qu'il y a dans le voyage que dans les Beaux Draps. Alors oui, Lounès, s'il vous plaît, expliquez-nous encore en quoi Céline, c'est le titre de cette émission, a été un messager du futur. Dans la mesure où il a risqué des prédictions qui se sont avérées vraies. C'est la question du prophétisme chez lui, c'est d'arriver à prévoir l'avenir. Souvent, quelqu'un qui est un prophète n'est pas exactement quelqu'un qui arrive à prévoir l'avenir, mais quelqu'un qui comprend très bien la situation actuelle, qui décrit au plus près la situation du moment. Et cela lui permet de prédire l'avenir. Regardez comme il avait vu juste sur la manière d'écrire, par exemple. Dans les journaux, des gros titres reprennent sa manière d'écrire. Voyage au bout de quelque chose, d'un quelque chose l'autre. Lisez des gros titres souvent. Vous les voyez, ces manières reprises. Ce sont des titres à lui ou des expressions à lui, à Céline. L'expression, par exemple, de narbonoïde, que nous entendons souvent. Vous entendez souvent cette expression narbonoïde aujourd'hui. Vous savez, sur Twitter, elle est très employée. Oui, les droitards dont vous parlez d'ailleurs sont pour la plupart d'entre eux des narbos. Oui. Mais tout à fait, mais c'est-à-dire qu'ils veulent s'embrouiller les uns les autres entre les Nordcuck et les narbos. Mais d'où vient cette expression de narbonoïde? Mais c'est de Céline, naturellement. Et d'ailleurs, elle était appliquée à qui? Elle était appliquée à Léon Blum, parce que c'était un homme qui venait de la région de Narbonne. Et donc, dans Bagatelle pour un massacre, Céline appelle narbonoïde tous les Français suspects de quelque double allégeance ou de quelque origine qui ne serait pas franco-française, vous voyez. Voilà, bon, à toutes fins utiles, hein, de rappeler toujours les sources. L'expression « ils sont lourds », vous voyez comme elle a fait son chemin, celle-ci, la fécondité de cet auteur, la fécondité de ses trouvailles. Ces prophéties, par exemple, qu'en raison du degré d'abrutissement où vous plonge le salariat, on serait obligé bientôt de limiter le travail à 35 heures hebdomadaires. C'était assez risqué de sa part de dire ça dans les années 30, de parler d'émettre une prédiction sur les 35 heures hebdomadaires de travail. Eh ben, il l'a risqué, il l'a vu juste. Bref, Céline avait enfin prévu l'avenir woke de la France, entièrement organisée et planifiée. Voilà. Enfin, Céline a dit qu'il fallait refuser absolument la guerre parce qu'elle n'était pas du tout ce que l'on croyait. Et lui avait le droit d'être pacifiste en diable puisqu'il parlait en tant qu'ancien combattant de première ligne. Il n'était pas un planqué. Bon, bref, en termes de prophétie, ouvrez n'importe lequel de ses livres, y compris de ses livres interdits, à n'importe quelle page, vous serez étonné. Voilà. Lounès, merci beaucoup. Avant que tu te parles, j'aimerais que tu écoutes la réaction de Lapine et puis on échangera encore quelques mots avant de te libérer. Oui, je réagis parce que Lounès, tu m'as fait penser. J'avais repéré cette lettre de Céline à un ami, Charles Dezay,
datée du 23 octobre 47, dans laquelle il dit ceci, ce qui va te ravir, ou non d'ailleurs. Je cite, « L'histoire du racisme arien ne tient plus debout, la pièce est jouée, les digues sont rompues, flots jaunes et noirs s'apprêtent à submerger tout. Mes fureurs livresques pour lesquelles je paye si cher sont dérisoires. Elles n'ont pas plus de sens que les diatribes d'Agrippa d'Aubigné. Génial pourtant le bougre. Le temps passe et voilà, ce qui était bouillant hier gîte aujourd'hui cadavre ridicule. On peut bien sûr encore le faire gesticuler, mais c'est un jeu funèbre. » Voilà, fin de citation. Donc en 47, il nous dit « Les digues sont rompues, flots jaunes et noirs s'apprêtent à submerger tout. » Oui, en 47, c'est normal qu'ils disent qu'en 47, la question du racisme soit résolue. C'est-à-dire que c'est fou, en 47, dire ça en 47, si tu veux, c'est quand même extrêmement prémonitoire. En 47, la France est encore tout à fait blanche, si je peux me permettre. Oui, tout à fait, tout à fait. La question du racisme chez Céline est centrale. Elle permet par exemple, de nos jours, de répliquer au terme assez bizarre de suprémacisme. Soit dit en passant, j'ai connu toutes sortes de milieux et de pays, moi, depuis 20 ans. J'ai jamais rencontré personne qui se soit dit suprémaciste ou même ait prononcé ce mot. Donc je sais pas d'où il vient, mais il n'y a pas de suprémaciste ni de suprémacisme. Justement, sur ce pouvoir prophétique de Céline, moi, ça m'a absolument ahuri parce que je ne connaissais pas ces passages extrêmement explicites où Céline prédit le présent. J'ai prédit même le passé depuis 40 ans, comme vient de le rappeler Lapine. Notre passé. Hein. Donc c'est pour ça que je dis Céline, messager du futur. On a l'impression qu'il a vu le futur et qu'il aurait pris une machine à voyager dans le temps pour venir nous avertir en 1930. C'est-à-dire que ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il a beau noircir, il le disait toujours, il faut noircir et se noircir. Il a beau noircir, on a l'impression que la réalité dépasse toujours ses pires prédictions avec le temps. C'est ça qui est terrorisant. Ces pires prédictions hallucinées. C'est-à-dire que ses contemporains le prenaient pour un fou, alors qu'aujourd'hui, comme tu le dis, Lapine, on est au-delà des prédictions de Céline. Et ça, il a été le consignateur de cette prophétie. Lounès, il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde, si tu permets. C'est la question de la paix, puisque tu en as parlé. Il disait, moi, j'ai le droit d'être pacifiste, parce que j'étais en première ligne. Comme on en parlait en tout début d'émission, moi, je viens de la droite maurassienne. Vous savez qu'à l'époque, Maurras appelait à l'union sacrée, au réarmement. Voilà, union sacrée en 14 contre l'Allemagne, réarmement pendant l'entre-deux-guerres. Il avait raison, d'ailleurs, pour prévenir. Pas du point de vue de Céline, en tout cas. Céline, non, bien sûr, mais je veux dire, la logique, c'est quand même civis pacem parabellum. Mais en tout cas, je dois dire que grâce à ou à cause de Céline, à force de le lire, si vous voulez, moi, j'ai grandi dans cette droite pour des motifs familiaux. Mon grand-père est français libre, un arrière-grand-père mort de ses blessures en 1924. Il était cavalier au 22e dragon. J'ai grandi, si tu veux, dans cette mémoire du bellicisme français. Mais aujourd'hui, je le dis très calmement, Céline, et ça c'est dû évidemment à la guerre en Ukraine, et à la folie des leaders occidentaux qui provoquent l'ours russe de manière complètement inconsidérée, je suis devenu, grâce à Céline, d'un pacifisme de gauche totalement assumé. C'est-à-dire que j'ai abandonné mon militarisme de droite pour rejoindre le pacifisme de gauche de Céline parce que il était économe du sang de ses contemporains, de ses concitoyens, des petites gens. Lapine, puis tout à fait. Ah ben écoute, je ne peux que plus soyer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une espèce de va-t-en-guerre de droitardé tout à fait idiot de la part de gens qui n'ont pas été mettre leur peau sur la table, qui ne mettent pas leur peau sur la table et qui parlent un peu en espèce de philosophe droitardé. On en connaît beaucoup, mais cette façon de vouloir la guerre, de porter la guerre toujours pour des intérêts économiques, comme c'est Anatole France qui disait ça. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Tout à fait. Et Céline, dans ses bagatelles, c'était à sa manière hyperbolique, hallucinée, comme tu dis, à sa manière hyperbolique et hallucinée, prévient ses contemporains qui vont faire une guerre, qui vont être envoyés à la pipe, au casse-pipe, pour des intérêts étrangers. Et donc il y a, moi je dois dire, c'est un peu la même chose pour moi. Je viens d'une tradition effectivement plutôt, je vais pas dire guerrière, mais enfin disons une mentalité plutôt belliciste. Et je suis aujourd'hui, peut-être parce que j'ai vieilli aussi, mais je suis aujourd'hui tout à fait effrayé par les potentielles conséquences
de ces actes fous commis par nos dirigeants, qui au fond n'obéissent qu'à des intérêts occultes et qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours savoir gagner plus d'argent. Hein. Enfin, moi, je place tout sur l'appât du gain, certainement, mais il y a peut-être d'autres raisons. Mais Oui, c'est probable. C'est ce qui est expliqué dans les pamphlets, effectivement, très en détail. Que faire d'autre que de dire à tous nos amis goldnados zemmouriens que ce serait temps de lire de vrais livres, quoi, par des gens qui voulaient votre bien avant que vous naissiez. Mais alors justement, Lounès, peut-être tu peux élaborer un petit peu sur l'économie du sang d'autrui de Céline, parce que c'est très présent dans son œuvre. En fait, on le présente toujours comme un espèce d'ogre antisémite, alors qu'en réalité, il était profondément à la fois misanthrope, mais aussi très économe du sang d'autrui. Eh bien, cette mentalité, cette espèce de charité qu'il avait, procédait en fait de quoi? De son racisme. Mais son racisme n'est pas le racisme tel qu'on se l'imagine de nos jours, parce que vous savez qu'il y a une inflation des mots, du sens des mots avec le temps. On croit que le racisme, c'est une espèce de mot pour servir de repoussoir, parce que ce serait le complexe du blanc, c'est-à-dire à peu près un animal de bas, qui prétendrait se rebeller. Le complexe du petit blanc qui aurait peur que son sang soit dominé. Mais dans l'œuvre de Céline, le racisme procède d'une idéologie de gauche. C'est de la stricte écologie appliquée à un peuple envahi. C'est une technique de défense pour Céline, le racisme, contre une invasion, contre une prédation. C'est le parti des sédentaires producteurs contre les nomades prédateurs. C'est le parti des constructeurs contre les destructeurs. C'est le parti des pauvres du sol contre le parti des riches transplantés. C'est la défense du droit du peuple français à perpétuer son type physique particulier. C'est la défense du droit à la continuité cohésive dans le temps et chez lui d'un peuple opprimé, c'est-à-dire ce qu'on appelle autodétermination. Au plan théologique, c'est le parti du bon grain contre l'ivraie, qui est semé, vous le savez, par le diable. Évangile de Matthieu, chapitre 13. Au plan écologique, c'est ce que Céline appelle le racisme biologique, c'est-à-dire c'est l'agriculture artisanale biologique contre l'industrie du grain de série de Monsanto, par exemple. Bon, bref. Faites jouer dans votre esprit toutes les analogies que vous voulez. Vous verrez que Céline a 80 ans d'avance sur l'époque actuelle et que, en fait, son ombre plane sur toutes les bizarreries actuelles et que son œuvre les explique. Voilà. Je voulais juste faire ce petit rappel avec vous et vous laisser, je suis désolé. Un tout dernier mot, Lounès, un tout dernier mot. Que penses-tu de son inédit, tu as dû le lire, Guerre? Que peux-tu en dire? Et puis après, on te libère. Je vais être très honnête, je ne l'ai pas lu. Je vais prendre le temps pour le lire. Souvent, je lis les livres qui sortent un petit moment après pour éviter le remous des commentaires, souvent très brillants, c'est vrai, mais pour vraiment être dedans et être me sentir comme un privilégié finalement qui, vous savez, comme quand on lit la nuit et que tous les autres dorment et on est vraiment en phase avec la page. Et j'ai besoin d'attendre un petit peu que le tumulte se dissipe autour de moi. Et je suis désolé, c'est très mal poli, mais je dois vous laisser en cours d'émission parce que moi aussi, je prétends être un homme physique et donc je dois partir pour aller où? Pour aller au sport. Parce que j'ai rendez-vous, voilà. Très bien, Lounès. À très bientôt. Merci pour ton temps. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, camarade. Merci à vous. Au revoir. Salut, mon pote. Alors, Lapine, on se retrouve tous les deux pour discuter de ce géant, de ce géant de la littérature et de ce grand prophète méconnu, prophète hérétique. Et Céline, un mot quand même sur Guerre. Que dire de la sortie de ce livre? Ah, ben c'est un événement tout à fait extraordinaire. Peut-être pas tant pour le style, parce que ça reste quand même encore qu'une ébauche. On a fait un petit peu tout un pataquès sur le style, mais c'est un événement extraordinaire parce que redécouvrir comme ça 6000 feuillets manuscrits d'un auteur majeur du XXe siècle, même du plus grand auteur à mon avis du XXe siècle, ça ne s'était jamais reproduit. Enfin, ça ne s'était jamais produit dans l'histoire de la littérature. Je crois que on a comparé ça à la découverte du tombeau de Toutankhamon dans les années 20 par Howard Carter. C'est tout à fait ça. On savait que ces manuscrits existaient. Je veux bien qu'il y en ait quelques-uns qui prétendent que Céline y affabulait, mais ce n'est pas vrai. Il part toujours d'une situation réelle qui tord après à plaisir dans ses romans. Mais il y a toujours une part de vérité chez Céline. Et donc, le fait qu'il répète à peu près dans toutes ses œuvres, surtout dans Ferry pour une autre fois, mais dans D'un château de l'autre aussi, je crois, mais le fait qu'il répète à longueur de page qu'il a été volé,
humilié, etc., salopé par ses contemporains, notamment pour ses manuscrits. Il devait y avoir une situation réelle à la base. Il s'avère que cette situation s'avère tout à fait juste, puisque l'été dernier, on a retrouvé comme ça, une histoire encore rocambolesque, comme tout ce qui arrive à Céline d'ailleurs, tout prend des proportions hyperboliques. Mais donc ces manuscrits réapparaissent et permettent au fond de mieux mesurer un peu la genèse d'une œuvre, si tu veux. C'est-à-dire que là, on a, en l'occurrence pour Guerre, on a, je crois, 120 ou 130 pages qui manifestement sont l'écriture d'un premier jet. Donc il écrit en une fois toute son histoire et puis il va reprendre petit à petit, développer, affiner, raffiner, etc. Ici, en fait, je sais pas, pour comparer, je peux imaginer, comme comparaison, je pourrais imaginer, c'est comme si, je sais pas moi, Rubens faisait un dessin préparatoire et puis réaliserait l'œuvre finale. Eh bien, je crois qu'on a ici affaire à un dessin préparatoire qui permet de mesurer vraiment toute la différence avec une œuvre achevée. Ça permet aussi de mesurer à quel point il peut être brutal, direct, rude, parfois volontiers même grossier parfois. Ça peut paraître grossier et puis il va faire tout ce travail d'élaboration pour arriver à cette merveilleuse prose comme dans Mort à crédit. Alors Guerre, il faut comprendre que ça fait partie d'un triptyque sur lequel Céline travaillait après l'apparition de Voyage au bout de la nuit. Un triptyque qu'il avait commencé par intituler Enfance, Guerre et Londres. Alors, ce triptyque, donc, il écrit une première fois et puis il va travailler sur la partie enfance qui va prendre toute l'ampleur qu'on connaît dans Mort à crédit. Il s'avère que Guerre et Londres, pour d'autres raisons, la raison des pamphlets essentiellement, l'écriture des pamphlets, il va laisser tomber. Mais il garde ses manuscrits, en tout cas jusqu'en 1944. Donc, ça veut bien dire qu'il avait l'intention certainement de les retravailler. Mais on connaît l'histoire. En 1944, comme tu sais, il fuit Paris. Il sait très bien qu'il y risque sa peau s'il reste. Et son comptable d'origine juive, son comptable corse d'origine juive, Oscar Rosenblit, qu'il avait engagé parce qu'il pensait que ce serait un bon comptable qui ferait bien son travail de chiffreur. Eh bien, ce même comptable décide de piller toute une série d'artistes, écrivains, notamment de l'abus de Montmartre. Bon, paradoxalement, c'est ça qui va préserver l'œuvre de Céline aussi. Enfin, en tout cas, ses manuscrits seront préservés grâce à ce vol. Mais ça reste un vol. Il y en a encore aujourd'hui qui ergotent là-dessus. C'est un vol avec recel, puisque ces manuscrits vont rester dans la même famille jusque vers 2000, sans doute, probablement, avant d'être transmis, comme on sait, au journaliste Thibaudat. Voilà pour l'histoire. Alors sur le fond, Guerre, il faut lire. C'est une ébauche, c'est un premier dessin et ça montre déjà toute l'orientation. Comment Céline procède avec la réalité. Il démarre toujours d'un souvenir précis. En l'occurrence ici, c'est le moment précis de sa blessure sur le champ de gloire. Et puis petit à petit, son délire va commencer. Évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toujours la fièvre en tout cas dans ses livres, c'est toujours pas la fièvre que ça démarre. Et on le voit déjà dans ce premier jet partir vers une histoire complètement délirante et tout à fait fascinante. Maintenant, on se remet. Je veux dire, pour ceux qui aiment vraiment pas pour ceux qui aiment vraiment, mais je veux dire, quand on connaît vraiment bien Céline, on se rend bien compte que ça n'est encore qu'une première ébauche et ça me fâche un peu d'entendre tous ces journalistes parler de l'énorme style où on retrouve tout le style, c'est du grand Céline, etc. C'est pas vrai. En tout cas, de mon point de vue, ça n'est pas vrai. Mais ça reste évidemment infiniment meilleur que tout ce qu'on publie aujourd'hui. De la même façon que n'importe quelle partition d'essai de Mozart serait encore meilleure que tout ce qu'on entend aujourd'hui à la radio, je veux dire. Mais je veux dire, si les journalistes s'extasient devant Guerre, on se demande ce qu'ils vont pouvoir encore trouver comme hyperbole pour désigner les vrais livres achevés de Céline. Je pense à Guy Lulzband ou à Féry pour une autre fois, qui sont évidemment des œuvres achevées et qui sont tout à fait hallucinantes au niveau stylistique. Guerre, c'est un brouillon, si on veut, même si le mot n'est peut-être pas tout à fait précis, exact, mais c'est un premier jet. On connaît la technique d'écriture. Céline écrit, il lâche comme ça une première coulante, n'est-ce pas? En une fois, il lâche tout. Et puis, il va patiemment retravailler, comme il comparait son travail à celui de sa mère, c'est-à-dire de brodeuse, n'est-ce pas, de faire de la dentelle, de dentelière.
Et bon, et à force de travailler, il y a toujours un processus d'amplification. Donc, il prend une page et puis cette page, il va travailler, ça va devenir 10 pages, 15 pages, voire. Et donc, évidemment, la première partie qui s'appelait Enfance va devenir le monstre colossal qu'est Mort à crédit, qui fait plus de 600 pages, si je me souviens bien. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Et vous, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur dans ce livre? Je dirais le moment, trouver ce qui est très émouvant, c'est ce moment précis de la blessure de guerre sur le champ de bataille. Ça, il y avait nulle part ailleurs, si ce n'est que 2-3 allusions dans Ferry 1. Mais enfin, là, c'est très émouvant de le voir. Je trouve les premières pages, bon, je suis pas le premier à le dire, je suis pas le seul à le dire, mais on a vraiment l'impression que là, il démarre vraiment du vrai, de l'authentique. Et puis, petit à petit, commencer, c'est cette technique de remodulation des choses. Mais ça, c'est très, très émouvant, parce qu'on est vraiment face au gamin de 20 ans qui vient de frôler la mort, qui l'a vu de près, qui a vu cette camarde en face, et que sa vie va en être transformée, sa perception des choses, sa relation aux parents, sa relation à la langue officielle, enseigné à l'école, au style officiel bourgeois de rédaction. Enfin, et puis évidemment, peu après, à Londres, il va rencontrer des souteneurs, des proxénètes français. Alors, il va être introduit dans le milieu comme on dit, c'est-à-dire dans le milieu des macros. Il va rencontrer une humanité, disons, à rebours de l'humanité officielle, et ça va le transformer à vie. Il va profondément comprendre, mais c'est par cette expérience traumatisante de la mort vue en face qu'il va comprendre le mensonge immense, universel de cette planète. Comme il dit dans Voyage au bout de la nuit, le monde n'est qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Et ça, il va vraiment le réaliser dans sa chair, sur le champ de bataille. C'est ça qui est très émouvant, c'est partir de ce moment précis-là, et à cru, à froid, tout nu, sans aucun procédé stylistique. Vraiment, c'est direct. Et ça, de mon point de vue, c'est très émouvant, évidemment. Est-ce que vous croyez qu'il est possible donc qu'il y ait d'autres livres comme ça inédits qui surgissent? Alors, de Céline, il y a fin octobre sera publié Londres, qui sera 4 fois plus volumineux, et qui est donc la suite immédiate de Guerre, puisqu'il part à Londres, et comme je l'ai dit à l'instant, ça se passe en 1915, si mon souvenir est bon. Céline passe, je crois, 9 mois à Londres, et c'est de ça qu'il va parler. Donc ça, c'est la suite. On attend après une petite légende celtique qui lui traînait derrière lui, la volonté du roi Crogold, parce que bon, Céline, c'est quelqu'un qui, il le dit d'ailleurs à un ami breton, il peut composer comme ça des légendes comme il veut. Il peut écrire très facilement des légendes, ça c'est son domaine. Et donc il avait la volonté de publier un petit peu une espèce de conte fiction, disons fantasy, on dirait, non, celte. Il a d'ailleurs proposé un premier projet à son éditeur belge de l'époque, c'était Robert de Noël, qui lui dira non, on ne va pas dans cette direction-là, va plutôt dans la direction Voyage au bout de la nuit, et ça va donner Mort à crédit, etc. Et donc il traîne ça, et cette légende, moi je suis très curieux quand même de voir ce que c'est, parce qu'on a toujours un peu, on ne sait pas, je ne sais pas, je suis très curieux. Et enfin, évidemment, alors c'est vraiment pour les fous furieux dans mon genre, c'est évidemment Casse-Pipe l'année prochaine. Ça c'est vraiment je crois le pic, parce que ça va nous donner des chapitres inédits et des dizaines de chapitres inédits. C'est pas tout petit, au court roman qu'on connaît dans la Pléiade, qui ne fait que 80 pages et qui est tout à fait extraordinaire pour ceux qui connaissent un peu ou qui doivent étudier comme moi l'argot militaire et la vie en caserne à Rambouillet dans les années 15, dans les années 10, pardon, mais façon Céline, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Ça, j'attends évidemment de toute façon, j'attends tout avec impatience, et ça me fait quand même sourire de voir que pour des manuscrits qui ne sont que des premières esquisses, on parle de grand Céline, parce que on l'a conspué de son vivant, et maintenant, aujourd'hui, chacune de ses miettes est portée au nu. C'est assez ironique, c'est très célinien, je trouve. Voilà. Voilà. Alors justement, vous en avez déjà dit un mot, mais est-ce qu'on peut poursuivre un petit peu sur la réception de Guerre? Vous avez dû en lire des sottises ces dernières semaines. Oui, mais c'est-à-dire, il y a évidemment, chacun y va de son couplet, en général copiant son voisin. Je n'ai jamais vu une telle réception critique dans le monde, c'est tout à fait ahurissant. Il y a des articles absolument partout. À la découverte des manuscrits, j'avais vu, un copain m'avait envoyé de Bagdad la une d'un journal irakien qui en parlait.
C'est dire là, ça a fait la première page de New York Times. Enfin, bon, on en parle partout dans le monde. C'est une découverte tout à fait fabuleuse, hein, historique. Maintenant, les journalistes ne savent plus écrire Louis Ferdinand avec un trait d'union. Alors, je te laisse imaginer ce que vaut leur avis sur le fond du propos et sur le style. Mais bon, voilà, tant mieux. Hein, c'est la revanche post-mortem de ces livres, de se voir comme ça. Maintenant, célébré partout. Il faut dire aussi, bon, maintenant soyons un peu plus concrets, il faut dire aussi que les manuscrits appartiennent de droit aux héritiers de Lucette, qui sont Maître Gibault et comment elle s'appelle encore, Chauvin, Véronique Chauvin, voilà. Or, je m'imagine bien, je peux imaginer Maître Gibault vendre à prix d'or ces manuscrits, ou revendre à prix d'or ces manuscrits au Gallimard, Gaston Gallimard, j'allais dire. Comment il s'appelle encore le Gallimard aujourd'hui? J'ai oublié, je suis resté à Gaston. Claude Gallimard, ouais, c'est Claude, son petit-fils. J'imagine que Gibault, malin comme il est, finot comme il est revendu ses manuscrits à prix d'or. Et donc, à mon avis, Gallimard a dû donner mot d'ordre à toutes les rédactions de parler, de reparler dans tous les journaux de ce manuscrit, parce que voilà, c'est un fait. La première semaine, il y avait 80 000 exemplaires tirés pour le premier tirage, qui sont partis en une semaine. On est aujourd'hui au troisième tirage. Donc, deuxième tirage, 60 000 exemplaires. On est maintenant au troisième tirage de 60 000 exemplaires. Donc, c'est quand même une vache à lait. Céline est devenue une vache à lait pour Gallimard. Bon, on le savait déjà pour Voyage au bout de la nuit, édité en folio poche. Ça, on sait que c'est le folio poche le plus vendu dans la collection. On sait aussi qu'en Pléiade, le tome 1, le premier volume de ses œuvres, est le volume qui se vend le mieux dans la collection, ainsi que son volume correspondance, qui, soit dit en passant, est tout à fait exceptionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est absolument dinguissime, ce volume. Voilà. Très bien. Peut-être on peut faire un parallèle, puisqu'il a intitulé ce livre « Guerre » avec les circonstances que nous vivons tous présentement depuis la fin du Covid et le début de l'opération russe spéciale en Ukraine, qui en fait est une guerre hybride de l'OTAN contre l'Europe. Oui, c'est la guerre des lâches. C'est la guerre des lâches. Ah oui, parce que l'objectif, c'est évidemment séparer les Européens. C'est ça l'objectif réel. Par derrière, c'est faire crever des pauvres Ukrainiens pour des intérêts qui ne disent pas leur nom. Enfin, tout ça, c'est toujours la même histoire. Mais je dirais que l'histoire du XXe siècle, ça n'est que ça. Et c'est ce que Céline, au fond, dénoncera des bagatelles. Toutes les guerres du XXe siècle ne sont peu ou prou que ça. Je veux dire les guerres de l'OTAN, en tout cas. Donc, maintenant, ce qui fait un petit peu froid dans le dos, c'est quand on sait la valeur prédictive des écrits céliniens, on peut quand même, enfin, j'ai l'impression, j'ai pas envie de faire de l'alarmisme, mais on peut quand même se faire du souci. Je me souviens, enfin, je sais pas, Lucien Rebattet, par exemple, se souvient dans son journal, il se rappelle des prédictions que Céline lui faisait sur la butte Montmartre en 41, et qu'il trouvait complètement hallucinante, et il déraisonnait, et puis qu'il a vu lui-même se réaliser. Et ça, il conclut dans son journal pour dire ça laisse augurer du pire pour l'Europe. Je crois que la guerre de l'Ukraine, enfin, je n'en sais rien. Mais enfin, on peut imaginer que ce soit le début quand même de quelque chose de bien méchant et qui se finisse par. Enfin, Céline parle quand même de bombes atomiques et de guerre nucléaire, donc je sais pas. J'ai en tête, enfin, je sais pas si ça t'intéresse, j'ai retrouvé une lettre de Céline avec cette histoire de Chine et de Russie. Tu veux que je te lise? Ah, je veux bien. Ça intéressera très certainement nos auditeurs. Bon, ça commence, si tu veux. Ouais, ben je te lis. Écoute, et puis tu verras. Donc, c'est dans un entretien avec Louis Poel. C'est en 1961. Il dit ceci. L'autre jour, je suis descendu là-bas pour boire un verre. Je me suis assis à la terrasse d'un café. Je me rappelle ça maintenant. Alors, je regardais passer la foule. C'était des bancals, des crochus, des mal torchés. Et les femelles. Le pire, justement, c'était les femelles. De la graisse en paquet qui dandinait les fesses. Eu l'air content. Des bien nourris, quoi. Juste bons à recevoir des coups de pied au cul sans rien dire. Alors quoi, les Chinois n'ont plus qu'à venir. Jusqu'à la Dordogne qu'ils iront. À pied, sans se presser, depuis Pékin. Pas les Russes. Non. La Russie, c'est plus que la tête atomique chercheuse de la Chine.
Les Chinois, on leur dira miam miam là-bas, au pays du soleil et du rien foutre. Et ils arriveront, monsieur, ils arriveront, leur cure-dent en avant, jusqu'à ce que le vin et le foie gras les fassent crever à leur tour de confort du foie, de la rate. Ils en crèveront, mais il y a longtemps que vous serez tous morts, et moi aussi. Voilà, fin de citation. C'est amusant quand même. Merci, cher ami Lapine, pour cette lecture. En effet, voilà une prophétie qui n'est pas encore réalisée, mais ça permet de se faire des idées. Mais en tout cas, ça fait déjà qui voit déjà que la française des années 60, parce que il dit ça dans les années 60, mais il suffit de regarder n'importe quelle vidéo de l'INA, tu sais, l'Institut National des Archives, INA, les vidéos INA sur YouTube. Les Français des années 60 sont encore toutes très, très musclées, très fines, très élancées. Maintenant, il suffit de se balader dans la rue à Paris pour voir que ça a bien changé. Il voit bien les choses. Il voit bien que cette civilisation, ou en tout cas, cette civilisation, c'est un grand mot, mais enfin, en tout cas, cette époque capitalistique, matérialistique, consumériste, idiote, abîme les âmes, mais aussi surtout les corps. Et voilà, on va tous finir avec des maladies insensées, des cancers et des obésités, ou de l'obésité en tout cas. Mais je trouve que c'est quand même très bien vu. Le pire, justement, c'était les femelles de la graisse en paquet qui tendinaient les fesses. Et l'air content. C'est à fait incroyable. Oui, c'est vrai que Céline est un observateur des corps. Je crois qu'il n'avait aucune foi ni en l'existence d'une âme surnaturelle, ni en la survie de l'âme humaine. Il était, on pourrait dire, presque bouddhiste. On pourrait dire que c'est un bouddhiste d'Occident. C'est pas si sûr. Il y a quand même une certaine mystique, mais quand même très planquée. Mais on peut avoir une mystique agnostique, hein. Oui, on peut, mais enfin, quand même, se poser la question du bien. Pourquoi est-ce qu'il y a malgré toute la noirceur de cette boue ronde, pourquoi est-ce qu'il y a quand même des moments de grâce et des moments de pure gratuité? Il a des mots très justes et très subtils et très fins, mais ça laisse quand même suggérer un autre royaume. En tout cas, un commentateur que j'aime beaucoup, Paul Del Perugia, avait quand même noté ça chez Céline. Et c'est vrai que, bon, quand on est de tradition religieuse catholique, en tout cas c'est mon cas, moi ça m'a frappé très fort. Dès Voyage au bout de la nuit, j'avais quand même très fort le sentiment d'avoir un auteur, si tu veux, finalement, qui planque son mysticisme ou sa religiosité sous une cataracte de français très moderne, si tu veux, c'est très moderne, très, très violent, mais il y a là derrière quelque chose de profondément mystique. Alors bon, religieux, peut-être pas à la façon de l'Église instituée, mais il y a quand même quelque chose. Moi, je crois que c'est pas si évident, cette question-là. C'est pas si évident. En tout cas, quelque chose est sûr, c'est qu'il est comme médecin, comme physiologue, oui, il est très attentif au corps. Oui. Oui, il est très préoccupé de l'avachissement des corps par le capitalisme, justement, et par l'empoisonnement industriel. Tout à fait. C'est un médecin. Hein. Pour lui, un esprit sain, ça ne vient que dans un corps sain. Hein, vraiment, il applique à la lettre mens sana in corpore sano. On connaît tous. Pour avoir un esprit sain, une âme saine, il faut avoir un corps sain. Et ça, tout ce qui vient abîmer le corps, tout ce qui vient le réduire, l'avachir, le cancériser, lui tire des cris d'horreur, simplement. Il est très grec. Il dit de lui-même qu'il est grec. C'est-à-dire, il n'a pas ce rapport au corps qui est très abîmé, dont nous avons hérité dans notre religion judéo-chrétienne. Ce rapport très, très douloureux au corps, ce sentiment un petit peu de haine ou en tout cas de honte par rapport au corps. Il est vraiment religion helléno-chrétienne, parce qu'en fait, le judéo-christianisme, c'est un oxymore dans les termes. Oui, pour Céline, c'est un oxymore. C'est-à-dire que pour lui, nous sommes des sous-juifs, c'est-à-dire techniquement des succédanés, des espèces de juifs mal foutus. Mais oui, d'accord. Mais enfin, donc, l'idée, c'est que en tant que médecin, tout ce qui abîme le corps, et ça fait horreur à Céline. Tout ce qui abîme le corps, n'est-ce pas? La circoncision et toutes ces choses-là, voilà. Et il y a un principe chez lui que tout ce qui vient abîmer le corps a une répercussion forcément un jour ou l'autre dans l'ordre de la morale, en tout cas dans l'ordre de l'être au monde. C'est pas nouveau, hein. Je ne sais pas s'il connaissait les travaux de cette partie de la médecine. En tout cas, il y a un professeur Germain, qui a écrit, justement, qui était un très grand endocrinologue, qui a écrit un livre très important intitulé L'enfant, ce glandulaire inconnu, sur l'effet
sur la santé des enfants, en particulier sur la santé mentale des enfants, Mais oui. de la circoncision au 8e jour. Mais on va pas s'étendre parce que, comme tu le sais, ce sont des sujets glissants. En revanche, puisque cela m'amène à une autre question. Ce sont des sujets glissants, mais pour résumer, enfin, je veux dire, il faut pas non plus dramatiser. Tout ce qui abîme le corps, c'est certain. Il voit ça avec horreur. C'est évident. Depuis qu'il a vu la mort et tous ces milliers d'hommes éventrés, déchirés, déchiquetés devant lui, bon, il a une répulsion profonde pour tout acte qui viendrait diminuer, réduire la potentialité des corps. Tout est poids en ce monde, tout est pèse en ce monde, tout pèse. On finit tous par s'avachir. Alors, il faut cultiver pour lui. Il faut adorer, enfin pas adorer, mais il faut vraiment cultiver. Il faut honorer, il faut respecter, il faut favoriser les élans des corps, la santé des corps. C'est un hygiéniste aussi. Je veux dire, depuis sa formation à la Société des Nations, enfin, je veux dire, il a, comme toute sa génération, il a un petit peu la phobie du microbe, qu'on vient de découvrir avec Pasteur, peu d'années avant sa naissance. Donc, il y a tout ça chez lui. Et puis aussi, c'est l'héritier, évidemment, c'est quelqu'un qui a manifestement étudié la tradition médicale grecque, depuis Hippocrate jusqu'à Galien en latin. Comment dire, les hommes, leur corps, c'est leur véhicule, c'est le véhicule de leur âme. Donc, abîmer ce corps, c'est abîmer l'âme pour lui. Même sana incorpore sano. Tout est là chez lui. Vraiment, tout est là. Alors, justement, cette petite excursion sur la question de la mutilation des petits nous amène à cette question de l'antisémitisme qu'on reproche toujours à Céline. Mais si on veut bien rentrer dans le sujet, est-ce que Céline était vraiment antisémite? Ou est-ce que son antisémitisme n'était qu'un accessoire de sa misanthropie générale? Bon, c'est subtil, c'est plus subtil. Non, je crois qu'il était antisémite, mais à la façon de nos ancêtres depuis des siècles. C'est-à-dire, Virgile déjà chanté ça au 1er siècle avant notre ère. Il y aura toujours un combat entre Rome et Carthage, c'est-à-dire entre l'esprit arien, pour reprendre la terminologie ancienne, et l'esprit sémite. Lounès parlait tout à l'heure de l'esprit sédentaire et l'esprit nomade, mais c'est ça. Bon, évidemment, la Deuxième Guerre est passée, et puis tout ce qu'on en a dit, tous les films qu'on en a fait, etc. Donc ça devient maintenant très très délicat sans éveiller des passions sur ce sujet. Mais Céline, à mon avis, bon, je peux me tromper, mais c'est un antisémite. Mais à sa manière, c'est-à-dire une manière tout à fait unique. C'est-à-dire que c'est très bouffon. Ça ne l'a pas du tout empêché d'avoir lui-même plusieurs maîtresses juives, d'avoir fréquenté de nombreux juifs, d'avoir été ami avec plein de juifs. Je pense notamment à Emmanuel Berle, qui était ce grand juif, ce grand bourgeois juif qui avait épousé Mireille, la chanteuse Mireille, et qui était tout à fait d'accord avec Céline pour dire qu'il y avait des intérêts juifs derrière le financement de ces campagnes journalistiques pour mener les Américains et les Européens en tout cas les Français, à se précipiter à la guerre contre les Allemands, tout simplement parce que les Allemands, avec leur loi raciale, évidemment, avaient chassé certains juifs puissants de leur patrie. Donc, pour ça, là, Céline, évidemment, il crie, il va utiliser toutes les ressources de son génie fécond pour essayer d'avertir ses contemporains que ce sont des esprits marchands derrière tous ces va-t-en-guerre. C'est toujours le même esprit marchand nomade qui va les dépouiller de leur vie, de leurs enfants, de leur existence. Et en ce sens-là, où il est antisémite, mais bon, il est aussi misanthrope. Enfin, et encore, il est misanthrope, mais une fois, c'est marrant parce qu'avec Céline, on peut tout dire et son contraire. Oui et non, il est misanthrope. Bien sûr qu'à première vue, il est misanthrope. Mais en fait, quand tu lis je sais pas moi, des pages, je sais pas moi, tu as mentionné Rigaudon, par exemple. Parle de ses petits-enfants, tu sais, bulleux, baveux, tous ces petits-enfants handicapés dont il a reçu la garde et qu'il doit mener au Danemark. Et tu vois dans ces pages, à travers ces pages absolument hallucinantes, à travers une Allemagne complètement bombardée sous phosphore, et tu te rends compte, au fond, que ces petits-enfants handicapés sont les seuls qui jouent avec le chat. Et c'est sous leur égide que Céline sera sauvée, en définitive. Et pour prendre qu'un exemple, mais la figure des petits, la figure des petits travailleurs, des petites gens, les malades, les vieux,
provoque chez lui des pages absolument émouvantes qui, à mon avis, ne viennent pas d'un misanthrope absolu. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais... Si, c'est très clair, je vois très bien. En fait, il a l'amour des petits. C'est un amour évangélique. Oui, mais c'est-à-dire, enfin, il dira ça dans nos voyages, mais au moins avec les enfants, on peut encore espérer. Tout n'est pas encore. Évidemment, ça devient les vieilles merdes que nous sommes tous, mais quand l'être humain est faible, quand il est mis face à sa mort potentielle, en tout cas par la maladie ou réelle à la fin de sa vie, alors là, il devient fréquentable. Là, toute sa superbe, si tu veux, tout son orgueil, tout son blabla de brelan, son brelan de con, enfin, toute sa connerie tombe à terre et on le voit tout nu. Et Céline, quand on voit l'homme tout nu, c'est là que Céline s'émeut, à mon avis. Mais je crois que là, je pense pas qu'on puisse parler de misanthropie à ce moment-là, si tu veux. Il est misanthrope de l'homme moderne tel qu'il est devenu aujourd'hui. Mais de l'être humain, je crois au contraire il aimerait, il devait, à mon avis, profondément aimer l'être humain, en tout cas le potentiel être humain qu'on peut tous devenir, pour écrire des livres si furieux contre la direction que prend le monde actuel, si tu veux. Tu crois pas? Si, absolument, absolument. C'est ce que j'ai cru comprendre chez Céline, c'est-à-dire qu'il y a une détestation du monde capitaliste, socialiste, communiste, de tout ce qui est structurel. Il y a une détestation de tout ce qui mécanise l'âme profonde de l'homme, sa musique. Il appelle ça sa musique, c'est-à-dire son âme. Tout ce qui vient amoindrir le chant intérieur de l'homme. C'est vraiment, à mon avis, c'est le sens profond de Bagatelle pour un massacre. Il y a énormément de choses dans ce livre, mais je crois que là est le sens profond de ce livre, de ce chef-d'œuvre, disons-le. Tiens, au passage, il faut quand même... Tu parlais de Maurras, mais c'est amusant, mais c'est quand même pas pour rien que Céline soit tellement violemment et constamment attaquée dans les journaux. On n'attaque pas ce qui est mort, tu comprends? C'est donc bien qu'il doit dire quelque chose de vrai. Il doit quand même bien toucher quelque chose de profond et de profondément vrai. Et à mon avis, les lecteurs doivent quand même un petit peu au fond d'eux-mêmes se rendre compte qu'il ne peut pas avoir tout à fait tort. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est encore constamment crucifié en place publique. Il est pas mort. C'est quand même, je veux dire, enfin, à mon avis, des auteurs antisémites, il y en a eu dans toute l'histoire de la littérature, et ils sont parfaitement publiés à la Pléiade, il n'y a aucun problème. Ils sont publiés, on peut trouver leurs œuvres sans aucun problème, et je n'entends plus personne crier contre Voltaire, par exemple, pour en prendre un parmi d'autres, mais voilà. Et Céline sait très très bien que dans 2 siècles, 3 siècles, on ne parlera plus de toutes ces choses-là, on ne parlera plus de son antisémitisme. Ce qui restera, c'est son œuvre, c'est sa création, c'est pour ça qu'on l'appelle génie, c'est parce qu'il a engendré quelque chose, il a créé quelque chose de neuf. Tu vois, avec de l'ancien, mais il a fait quelque chose de neuf. C'est pas juste un écrivain lambda qui répète avec plus ou moins d'intelligence et voilà. Non, il a réellement créé un style. Et c'est pour ça, à mon avis, en définitive, dans 2 siècles, qu'on s'en souviendra. Accessoirement aussi de son antisémitisme, comme accessoirement on se souvient de l'antisémitisme de Voltaire. Mais c'est d'abord une langue, c'est d'abord une couleur, c'est d'abord une musique, une mélodie. Et Céline dit, et répète, tout homme est capable de cette mélodie, de cette musique. Mais le problème, c'est que nous vivons à une époque qui casse tout ça, qui vampirise tout ça depuis l'école pour des intérêts autres, que j'appelle, pour résumer, capitalistes. Enfin, il y a plein de mots qui viennent en tête, mais c'est-à-dire que nous passons notre existence à nourrir l'hydre. Tu vois ce que je veux dire? À nourrir le vampire, qui nous vampirise vraiment chaque minute de notre attention, chaque minute de notre existence. Voilà. Je crois que, Tout à fait. Écoute, merci beaucoup, cher Lapine. Vous pouvez retrouver, chers amis auditeurs, Lapine sur les antennes de RFM. Vous pouvez bien sûr retrouver Lounès Darbois dans son émission, également sur les antennes de RFM. C'était une émission entièrement réalisée cette fois-ci avec la rédaction, on va dire, élargie. Donc c'était un premier rendez-vous. J'espère que l'avenir nous en procurera d'autres. Merci beaucoup, cher ami, pour toutes ces lumières sur Céline, cette connaissance intime de l'œuvre qui, je l'espère, donnera aux plus jeunes ou à ceux qui ne connaissent pas encore le géant qui est Céline, même ceux qui croient le connaître. Ayez donc l'humilité que j'ai eue et regardez tout cela à frais neufs.
c'est l'occasion, avec la sortie de cet inédit, il y en aura d'autres. Lapine vous l'a rappelé tout à l'heure, il y en aura d'autres à l'automne. Donc, replongez-vous, lisez Céline, lisez tout Céline, lisez aussi ses essais, bien sûr. Ne vous laissez pas dicter vos lectures par les commissaires à l'industrie des âmes. Chers amis, j'avais une petite déclaration à vous faire parce que ce sera dans le cadre en tout cas de mes activités au sein de ERFM, notre dernier rendez-vous. Croyez bien que je m'en vais, je quitte ERFM sans aucun regret de ce travail très constructif, fructueux, je crois que nous avons eu. Je remercie une fois encore la direction d'égalité et réconciliation et en particulier bien sûr la direction de la radio, Yann Purdhomme, mais je remercie évidemment Alain Soral pour sa confiance, ainsi que la rédaction de combat menée par Pierre Debrague pour la collaboration toutes ces dernières années, pour votre service, pour le service de cette belle radio ERFM. Je m'en vais sans aucun regret, sans aucune ombre à l'âme. Je suis content du travail accompli tous ensemble. Je remercie encore une fois les auditeurs de leur fidélité, la direction de sa confiance, mais pour des raisons que vous pourrez deviner du fait de la reprise de certaines activités, Égalité et Réconciliation ne souhaite pas prendre de risques, le risque par exemple d'interdictions administratives ou pire. Donc du fait de cette incompatibilité entre mes activités sur les réseaux sociaux et mon travail sur l'antenne, nous avons donc d'un commun accord décidé de mettre un terme à cette fructueuse collaboration. Mais nous partons bons amis et je continue de vous engager bien sûr à contribuer au financement participatif de la radio pour poursuivre cette belle aventure, ainsi que la rédaction de combat, bien sûr. Vous le savez, financement participatif commun à ERFM ainsi qu'à la rédaction de combat menée par Pierre Debrague. Donc, évidemment, encouragez-les, aidez-les. Ils se battent en première ligne pour votre liberté de conscience, pour votre liberté d'opinion, d'expression, pour la vérité en politique. Donc, ils méritent d'être soutenus et nous quittons bons amis. Mais je ne vous dis pas adieu, je vous dis seulement au revoir, à bientôt sur d'autres supports, d'autres canaux. Dieu vous garde tous, devenez la meilleure version de vous-même et laissez donc prospérer cette musique intérieure dont Céline nous a parlé si brillamment. Merci encore, cher camarade Lapine, je te dis à bientôt. À très bientôt, Monsieur K. Merci pour tout. Je vois que tu mets ta propre peau sur la table, alors bonne chance à toi. Bon vent à toi. Merci. À très bientôt. À bientôt à tous. Je remercie évidemment la technique sans qui ces émissions ne seraient pas possibles et à qui je rends immédiatement l'antenne en vous disant que si c'est votre premier jour, vous devez combattre. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?